rejet fait mal. Et ce n'est pas cette douleur douce que l'on peut ignorer avec le temps. Non, c'est un coup direct à la fierté, à l'estime de soi, à tout ce que l'on croyait suffisant. C'est un rappel brutal que nous ne sommes indispensables pour personne. Et même si beaucoup te diront de le surmonter avec un sourire ou qu'il y a plus d'opportunités là-bas, la vérité est que le rejet se ressent comme un trou qui menace d'engloutir tout ce que tu es. Mais voici la différence entre celui qui se brise et celui qui se forge. Ce n'est pas la douleur qui définit ton avenir, c'est ce que tu en fais. Le rejet n'est pas la fin. C'est l'épreuve la plus pure de ta volonté à te reconstruire avec les pièces que les autres n'ont pas su apprécier. Ceci n'est pas un joli message pour te faire sentir mieux. Je ne suis pas venu pour te donner de l'espoir vide. Je suis venu te dire que, si tu sais en profiter, le rejet peut devenir l'étincelle qui allume la version la plus forte, la plus froide et la plus libre de toi-même. Aujourd'hui, tu vas apprendre à transformer chaque blessure en une cicatrice qui te rappelle de quoi tu es fait ou faite. Tu vas arrêter de demander la permission d'exister. Tu vas prendre la douleur, tu vas la modeler à coups et tu vas construire brique par brique un pouvoir intérieur qui ne dépend de personne. Parce que là-bas, ceux qui ne sont pas forgés par les pertes sont détruits. C'est le moment. Ici commence ta renaissance. 1. Transforme ta blessure en le début de ta renaissance. Le rejet est comme une démolition non annoncée. Un jour, tu es dans ce que tu croyais être un foyer émotionnel sûr, et le lendemain, les décombres tombent sur toi sans prévenir. Il n'y a pas de temps pour se protéger, pas de refuge où courir. Tout ce que tu étais s'effondre en quelques secondes, et ce qui reste est un terrain vague, plein de ruines, de souvenirs brisés, de silences gênants. Mais ce que la plupart ne voient pas, c'est que cet effondrement n'était pas une tragédie, c'était une opportunité. Parce que lorsque l'ancien est détruit, l'espace s'ouvre pour construire quelque chose de nouveau. Et si tu as le courage de rester parmi les débris, de regarder la poussière dans les yeux et de ne pas fuir, alors tu as ce qu'il faut pour commencer la reconstruction. Pas comme avant, mais comme une version complètement différente de toi. La douleur du rejet n'est pas quelque chose que tu peux ignorer. Elle est réelle, elle brûle, elle te fait perdre ton équilibre. Mais il est aussi vrai que dans cette douleur, il y a une porte. Et cette porte ne s'ouvre que pour celui qui ose avancer sans savoir ce qu'il va trouver de l'autre côté. Tu peux être avec l'âme brisée, la confiance au plus bas, mais cela ne t'enlève pas le droit de recommencer. Au contraire, cela te le donne. Parce que maintenant tu n'as rien à perdre. On t'a déjà arraché ce que tu voulais le plus, et tout ce qui reste est d'avancer. Le stoïcisme le dit clairement. Nous ne choisissons pas ce qui nous arrive, mais ce que nous faisons avec. Et ce moment peut être le début de tout si tu décides d'arrêter de te voir comme une victime et de commencer à te forger comme l'architecte de ta propre transformation. Tu ne vas pas guérir du jour au lendemain, et il ne s'agit pas non plus de prétendre que ça ne fait pas mal. Il s'agit de choisir tous les jours de ne pas rester à terre, de faire quelque chose d'utile avec la douleur, de l'utiliser comme base pour construire de nouvelles règles, de nouvelles limites, de nouvelles priorités. Parfois, le rejet est la seule façon pour la vie de te forcer à regarder à l'intérieur. Parce que quand tout va bien, tu ne remets rien en question. Mais quand tout se brise, tu commences à te demander qui tu étais vraiment, combien tu avais laissé de toi pour plaire, combien tu t'étais oublié en essayant de retenir ce qui n'était plus à toi. C'est ton opportunité, pas pour te venger, pas pour prouver quoi que ce soit à quiconque, mais pour te lever sans que personne ne te le demande, pour travailler sur toi en silence, pour revenir à toi avec une colère pure, avec un but, avec une direction. La douleur bien canalisée devient un feu sacré, un feu qui ne détruit pas mais qui purifie. Et avec ce feu, tu vas te modeler, tu vas te renforcer. Tu vas devenir cette personne qui ne dépend plus de l'affection des autres pour se sentir complète. Parce que ce qui t'a brisé n'a plus le pouvoir de te détruire si tu choisis de grandir au-dessus de cela. Le rejet n'est pas la fin, c'est le début. Ce n'est pas une punition, c'est un nettoyage.
Et tu n'es pas seul ou seul, tu es en reconstruction, c'est beaucoup plus puissant, parce que celui qui se reconstruit après un effondrement n'a plus peur de retomber. Il sait qu'il peut se relever. Et cette certitude est le pouvoir intérieur que personne ne peut te prendre. 2. Fais de ton silence ton cri le plus puissant. Le silence, bien utilisé, est comme un couteau aiguisé enveloppé de velours. Personne ne le voit venir, personne ne l'entend s'approcher, mais quand il coupe, il laisse une marque qui ne s'efface pas. Dans un monde où tout le monde parle, où les réseaux sociaux sont devenus des vitrines de bonheur supposé, où tout le monde crie sa douleur pour voir qui reçoit le plus d'attention ou de réconfort, se taire fermement est un acte de guerre interne. Le silence n'est pas vide, c'est de la retenue. C'est la décision de ne pas supplier, de ne pas implorer, de ne pas expliquer plus que nécessaire. C'est regarder le rejet en face et répondre par la présence, pas par des mots. Parce que quand on te brise, le premier réflexe est de parler, te défendre, te justifier, supplier une explication. Mais le stoïcisme enseigne le contraire. Retire-toi, ferme ta bouche, observe, apprends. Et pendant que l'autre attend une réaction émotionnelle, tu choisis le calme comme stratégie. Le silence est inconfortable parce qu'il oblige les autres à s'écouter eux-mêmes. Et là, dans cet inconfort, c'est là que ton pouvoir commence à se faire sentir, parce que celui qui ne dit rien mais continue d'avancer crie par ses actes. Et il n'y a rien qui fait plus mal que de voir celui que tu as rejeté fleurir en silence, sans demander la permission, sans regarder en arrière. Ce n'est pas un silence faible, ce n'est pas de la résignation. C'est une stratégie émotionnelle. C'est la pause nécessaire pour réfléchir, pour traiter, pour redéfinir ta direction sans la pollution de la nostalgie, ni le besoin d'expliquer qui tu es ou combien tu vaux. Si quelqu'un ne l'a pas vu, il ne le mérite pas. Et s'il l'a vu et qu'il est parti quand même, tant mieux. Ta croissance n'a pas besoin de témoins qui n'applaudissent que quand ça les arrange. Elle a besoin de concentration, de focus et de force intérieure. Te taire ne signifie pas disparaître. Cela signifie rediriger ton énergie vers toi. Chaque fois que tu évites d'écrire ce message, chaque fois que tu effaces cette histoire que tu pensais poster juste pour qu'il la voie, chaque fois que tu avales cette phrase que tu voulais lâcher avec colère, tu entraînes ton esprit. Tu lui dis qu'il n'a pas besoin de validation. Tu brises la dépendance émotionnelle qui te gardait accroché ou accroché aux souvenirs. Et cette force, cette auto-retenue, c'est ce qui te transforme. Celui qui apprend à se taire devient imprévisible. Et l'imprévisible fait peur. Le silence effraie parce qu'il ne donne pas d'indice, parce qu'il ne laisse pas clair si tu es blessé ou si tu ne ressens plus rien, si tu attends ou si tu as déjà avancé. C'est un mystère qui désarme l'ego de celui qui pensait un jour te tenir sûr ou sûr. C'est pourquoi, chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, de ne pas expliquer, de ne pas chercher, tu mets en place une barrière que seul celui qui est prêt à te mériter peut franchir. Il ne s'agit pas de jouer à être fort. Il s'agit de comprendre que ton véritable pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu décides de ne pas dire. Parce que ce qui n'est pas dit se transforme en action. Et cette action silencieuse, constante et disciplinée crie pour toi. Elle crie avec ton corps transformé, ton regard plus ferme, ta routine transformée, ta vie reconstruite sans besoin de spectacle. Alors tais-toi, non pas pour te cacher, mais pour te construire. Que ton silence ne soit pas une absence, mais une présence sans bruit. Une qui se sent, une qui pèse, une qui dérange celui qui pensait un jour que sans son attention tu allais t'éteindre. Et dans ce silence, tu vas crier qui tu es vraiment, sans un seul mot. 3. Disparaît comme celui qui n'a jamais eu besoin de rester. Disparaître, c'est comme fermer la porte d'une pièce en flammes sans regarder en arrière. Il y a ceux qui restent à contempler comment tout brûle, espérant que quelque chose survive parmi les cendres. Mais pas toi. Tu prends le feu comme un signe qu'il n'y a plus rien à sauver. Parce que rester est facile quand ça fait mal, quand l'esprit exige des réponses, quand le cœur crie pour que quelque chose soit sauvé.
Mais il y a une force brutale à choisir, de partir en silence, sans rancune, sans spectacle, sans besoin que l'autre personne comprenne ce qu'elle a perdu. Parce que disparaître n'est pas se rendre, c'est choisir le respect de soi avant l'humiliation émotionnelle. Le problème, c'est qu'on nous a appris à nous accrocher, à lutter pour ce que nous aimons, à rester jusqu'à la fin. Mais personne ne te dit que, parfois, rester, c'est te trahir. Qu'il y a des lieux, des personnes et des moments qui n'ont plus de place dans la version que tu veux construire. Et le plus fort de tout, c'est que tu n'as pas besoin que les autres comprennent. Celui qui comprend, c'est toi. Parce que quand on te rejette, on te dit sans mots qu'on ne te veut pas là. Pourquoi forcer ce qui est déjà cassé? Pourquoi continuer à frapper à une porte qui ne s'ouvrira pas? Le stoïcien ne supplie pas, il observe. Et quand la porte se ferme, il se retourne sans laisser d'ombre. Disparaître n'est pas un acte de faiblesse, c'est une stratégie émotionnelle. C'est disparaître d'où tu n'es plus le bienvenu ou la bienvenue et apparaître dans ta propre vie avec plus de force. C'est te choisir avant d'attendre qu'on le fasse pour toi. Il ne s'agit pas de te faire manquer, ni d'attendre qu'ils s'en rendent compte. Il s'agit de revenir à ton centre, de faire de la place pour ce qui mérite vraiment ton énergie. Le silence, la distance, la disparition sont des outils pour te retrouver. Quand tu cesses d'être disponible, quand tu cesses de répondre, quand tu n'es plus une option ni une présence, tu cesses de tourner autour de quelqu'un d'autre et tu commences à orbiter autour de toi. Beaucoup n'osent pas disparaître parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont perdre quelque chose. Mais tu l'as déjà perdu. Le rejet t'a déjà enlevé ce que tu voulais. La seule chose que tu peux gagner maintenant, c'est ton pouvoir. Et pour cela, il faut disparaître avec dignité. Sans explication, sans adieu dramatique, sans besoin d'être vu. Tu pars, non pas comme une punition, mais comme un acte d'amour-propre. Comme celui qui se rend compte que rester à un endroit où il n'y a pas de réciprocité est un suicide émotionnel lent. Et disparaître ne signifie pas que ça ne fait pas mal. Bien sûr que ça fait mal. Mais cette douleur a une direction. C'est la douleur qui te pousse vers le nouveau, vers ce que tu mérites, vers ce que tu construiras sans avoir besoin d'approbation. Parce que celui qui part sans regarder en arrière montre qu'il n'a pas besoin de rester pour valider sa valeur. Ta présence ne sera plus un cadeau gratuit. Celui qui t'aime, qu'il le montre. Celui qui ne le fait pas, qu'il reste avec le vide. Du point de vue stoïcien, c'est la liberté. La liberté de ne pas dépendre du désir des autres, de ne pas t'enchaîner au passé, de ne pas permettre que le rejet te maintienne coincé ou coincé dans un endroit qui n'existe plus. Tu es libre, mais seulement si tu le décides. Et disparaître, quand c'est fait avec conviction, c'est une renaissance en mouvement. C'est s'éloigner du bruit pour t'écouter à nouveau. C'est lâcher le déguisement de celui qui essaie de plaire et revêtir la peau de celui qui se respecte. Alors va-t'en, non pas comme celui qui fuit, mais comme celui qui choisit. Disparais comme celui qui n'a jamais eu besoin de rester, parce qu'au fond, tu n'as jamais eu besoin de rester là où tu n'étais pas valorisé. Tu avais juste besoin de te le rappeler. 4. Entraîne ton esprit à avancer, pas à reculer. L'esprit est comme un chien sauvage. Si tu ne l'entraînes pas, il te traîne. Il court après ce qui est déjà passé. Il renifle d'anciennes traces. Il revient aux ruines à la recherche de quelque chose qui n'est plus là. Et quand tu le laisses libre sans direction, il revient encore et encore au même endroit où tu as été brisé. Il te force à tout revivre, à rester coincé dans le même cercle vicieux. Mais si tu arrives à le domestiquer, si tu le fais obéir, si tu lui apprends à regarder devant, ce chien devient un gardien. Il te protège, te guide, te concentre. Et là est la clé. Apprendre à dompter ton esprit comme si c'était un animal sauvage qui, si tu ne le contrôles pas, te dévore de l'intérieur. Le rejet te jette dans le désordre. Ton esprit commence à construire des labyrinthes. Pourquoi cela s'est-il passé? Qu'ai-je fait de mal? Et si j'avais agi différemment? Et si j'avais attendu un peu plus? C'est un piège mental. Et si tu n'en es pas conscient, cela te consume. Il n'y a pas de douleur plus stérile que celle d'imaginer des fins alternatives à une histoire qui est déjà terminée.
Mais là est le vrai travail. Non pas oublier ce que tu as vécu, mais rediriger ta pensée vers ce que tu peux créer maintenant. Le passé ne change pas. La seule chose que tu peux modifier est la façon dont tu le portes. Le stoïcien sait que la pensée non contrôlée est une source de faiblesse. C'est pourquoi il entraîne son esprit comme il entraîne son corps. Avec intention, avec effort, avec discipline. Il ne laisse pas n'importe quelle émotion le kidnapper, il ne se laisse pas attraper par des souvenirs déguisés en nostalgie. Parce que la mémoire, lorsqu'elle n'est pas filtrée, devient une auto-illusion. Et si tu ne surveilles pas ton esprit, il va s'accrocher au bon moment, il va ignorer tout ce qui t'a épuisé, et tu vas commencer à manquer une version déformée de ce que tu as vécu. Tu ne peux pas te le permettre. Parce que chaque fois que tu regardes en arrière avec désir, tu freines ton présent. Et celui qui freine, reste. Entraîner ton esprit, c'est commencer à te dire la vérité même si ça fait mal. C'est reconnaître que ce que tu voulais tant n'est plus là. Que cette porte s'est fermée, que cette personne a décidé de continuer sans toi, et que tu ne vas pas trouver ta valeur en retournant là où il n'y a plus personne. C'est avoir le courage de rediriger la pensée. Chaque fois que ton esprit veut revenir, tu choisis d'avancer. Même si c'est difficile, même si ça fait mal, même si le corps demande autre chose, parce que tu sais que ce que tu construis aujourd'hui te sortira du trou dans lequel tu es tombé. Fais-en une routine, fais-en une habitude, ne te permets pas de rester coincé dans des pensées qui n'ajoutent rien. Chaque fois que tu sens que ta tête te ramène en arrière, agis, bouge, lis, entraîne-toi, travaille, entoure-toi de nouveautés, lutte contre l'inertie mentale, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est nécessaire. Personne ne va te sauver de tes pensées. Seul toi peux le faire. Et si tu le fais une fois, tu peux le faire toujours. Le pouvoir intérieur commence lorsque tu décides d'entraîner l'esprit comme celui qui s'entraîne pour une guerre. Parce que c'est ce que c'est, une bataille entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. Et si tu décides de rester coincé dans ce qui n'existe plus, alors tu auras perdu sans même combattre. Mais si tu choisis d'avancer, si tu décides que le passé ne te définit pas, alors tu deviens dangereux. Parce que celui qui avance avec l'esprit ferme n'a plus besoin de regarder en arrière. Il sait que ce qui vient est 1000 fois plus grand que ce qu'il a perdu. 5. Réclame chaque espace que vous avez déjà partagé, mais fais le tien. Le rejet laisse des fantômes. C'est comme si quelqu'un avait vécu avec toi, mais en partant, il avait laissé son ombre suspendue dans chaque coin. Chaque objet, chaque lieu, chaque chanson devient un rappel forcé. Comme si ton monde ne t'appartenait plus, comme si les espaces où tu étais heureuse auparavant étaient maintenant des champs de ruines émotionnelles. Mais ce territoire est à toi. Il l'a toujours été. Et si tu ne le réclames pas, ces fantômes restent. Ils t'envahissent. Ils te paralysent. C'est pourquoi l'un des actes les plus puissants après un rejet est de reconquérir tout ce qui semblait perdu. Non pas pour revivre ce qui était, mais pour le réécrire à ta façon. Avec ton énergie, avec tes règles. L'erreur est d'éviter ces endroits, de cesser d'écouter cette musique, de changer de route pour ne pas croiser de souvenirs. C'est céder le contrôle, c'est accepter que celui qui est parti commande toujours sur ton territoire. Et tu ne peux pas te le permettre, parce que chaque fois que tu évites un espace, tu lui donnes du pouvoir. Et le stoïcisme le rend clair. Le pouvoir émotionnel est gagné en affrontant, non en évitant. Alors, reviens, entre, écoute, regarde, reste. Et reste jusqu'à ce que le souvenir perde de sa force. Jusqu'à ce que ça ne fasse plus mal. Jusqu'à ce que cet endroit redevienne un reflet de toi, non de ce que tu as perdu. Il y a des gens qui, après une rupture, vident leur chambre, changent leurs meubles, déménagent, jettent tout. Et oui, parfois ça aide. Mais d'autres fois, c'est juste une autre façon de fuir. Ce qui te libère vraiment, ce n'est pas ce que tu jettes, c'est ce que tu transformes. Ce lit où tu as pleuré des nuits entières peut devenir l'endroit où tu te reposes en paix avec toi-même. Ce parc où vous marchiez peut être l'endroit où tu commences à courir seul. Cette chanson qui faisait mal peut être celle que tu écoutes maintenant pendant que tu t'entraînes. Parce que l'important n'est pas d'effacer,
c'est de resignifier. L'important n'est pas de fuir le souvenir, c'est de le dominer. Réclamer un espace ne signifie pas l'envahir avec colère. Cela signifie l'habiter avec pouvoir. Que chaque pas que tu fais soit une affirmation que tu commandes. Que chaque geste, chaque respiration, chaque mouvement soit une déclaration silencieuse que tu es présent, que tu avances, que tu ne vas pas rester figé dans la nostalgie. Et ce processus n'est pas immédiat. Parfois, tu vas sentir que tout te crie ce qui était. Mais si tu restes ferme, si tu persistes, si tu t'accroches à la réalité et non à l'émotion, un jour ces cris se taisent et tout revient à sa place. La clé est de comprendre que l'espace n'a jamais appartenu à l'autre personne, il était à toi. Tu l'as partagé, oui, mais maintenant c'est à toi de le nettoyer, de le reconstruire, de faire en sorte qu'il parle de toi. Ta chambre, ta routine, ton chemin, ta playlist, ta façon de t'habiller, tout cela fait partie de ton identité, non de ton passé. Et plus tu le personnalises, plus tu le transformes en symbole de ta renaissance, plus tu auras de force pour continuer. Réclamer ton espace est aussi un acte de respect pour toi, parce que tu n'es pas venu vivre entouré de souvenirs qui t'affaiblissent. Tu es venu pour t'habiter avec fermeté, pour marquer le territoire émotionnel, pour te prouver que le pouvoir n'est plus à l'extérieur. Il est dans la façon dont tu bouges, dans la façon dont tu choisis, dans la façon dont tu prends ce qui était et le transformes en partie de ce que tu construis. Alors reviens là où ça faisait mal, mais cette fois, entre différemment. Entre avec le dos droit, les yeux fermes, l'esprit clair. Parce que cet endroit, cette routine, cette vie ne parle plus d'eux, il parle de toi. Et maintenant, enfin, c'est à toi d'écrire ta propre histoire. 6. Brise la chaîne de l'approbation externe pour toujours. Chercher l'approbation, c'est comme respirer avec un réservoir emprunté. Ça fonctionne tant que tu l'as, mais dès qu'on te l'enlève, tu te noies. Et le problème, c'est que parfois ce réservoir était tenu par quelqu'un qui n'est plus là, quelqu'un qui te validait, te regardait, te donnait du sens. Alors, quand tu es rejeté, tu ne perds pas seulement cette personne, tu perds aussi l'air. Et si tu ne brises pas cette dépendance, si tu n'apprends pas à respirer par toi-même, chaque fois que quelqu'un s'éloigne, tu te sens mourir. C'est la chaîne la plus dangereuse, le besoin d'être approuvé pour te sentir valable. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à plaire, à chercher à ce que les autres nous acceptent, nous reconnaissent, nous applaudissent. Et ce n'est pas mal de vouloir être aimé. Le problème, c'est quand tu en as besoin pour exister. Quand ta valeur dépend du reflet que tu vois chez les autres. Parce qu'alors, tu es à un seul rejet de t'effondrer. Et cela te rend fragile, cela te rend manipulable, cela te rend victime de chaque opinion, de chaque silence, de chaque geste que tu interprètes comme de l'indifférence. Et si tu ne romps pas avec ça, tu ne seras jamais libre. Le stoïcisme le dit sans détour. Ta valeur n'est entre les mains de personne. Tu ne peux pas contrôler si on t'accepte ou non. La seule chose que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis. Et si tu es coincé dans le besoin de plaire, tu te trahiras encore et encore. Tu agiras par peur. Tu te tairas ce que tu penses. Tu cesseras d'être qui tu es pour être toléré. Ce n'est pas de la connexion, c'est de l'esclavage émotionnel déguisé en affection. Et le rejet, aussi dur soit-il, est parfois l'occasion parfaite de briser cette chaîne. Parce que si quelqu'un ne t'a pas choisi, si quelqu'un t'a fait sentir que tu n'étais pas assez, alors il est temps d'arrêter de chercher l'approbation et de commencer à te donner ta propre permission. Tu n'as pas besoin d'être accepté pour être fort. Tu n'as pas besoin d'être validé pour avoir de la valeur. Ton existence n'est pas soumise au jugement de personne. Si tu as été rejeté, sois. Tu ne vas pas te mettre à genoux émotionnellement pour t'intégrer. Tu ne vas pas te modeler pour plaire. Tu ne vas pas changer ton essence pour une tape sur l'épaule. Parce que quand tu fais ça, tu meurs un peu à l'intérieur. Et ce que tu construis maintenant, c'est tout le contraire. La vie, le pouvoir, l'indépendance émotionnelle. Rompre avec le besoin d'approbation n'est pas facile, ça fait mal, ça te laisse exposé, parce qu'il n'y a plus de béquilles maintenant. Maintenant tu es seul, avec toi-même.
Mais c'est le chemin. Te regarder en face, sans filtre, te demander ce que tu veux, ce dont tu as besoin, ce que tu tolères et ce que tu ne tolères pas. Et agir en conséquence, même si cela dérange, même si cela t'éloigne de certaines personnes, même si cela signifie que certains vont te rejeter à nouveau. Parce que le respect qui ne commence pas par soi-même n'est jamais réel. Si tu ne t'approuves pas, tout le reste n'est que fumée. Chaque fois que tu cherches une validation externe, arrête-toi, respire. Souviens-toi que tu as déjà essayé et que ça n'a pas fonctionné. Souviens-toi que te donner pour être accepté ne t'a rendu que plus faible. Et maintenant, tu choisis autre chose. Tu choisis d'être toi, sans permission, sans déguisement, sans peur, parce qu'au final, la seule chose qui te donne un véritable pouvoir, c'est de savoir que tu n'as besoin de personne pour être complet. Et quand tu comprends ça, rien ni personne ne peut te toucher. Alors lâche ce réservoir, apprends à respirer par toi-même. Et que chaque pas que tu fais soit une déclaration d'indépendance. Parce que ce n'est que lorsque tu arrêtes de demander l'approbation que tu commences vraiment à vivre. 7. Que ton absence devienne son souvenir le plus lourd. L'absence bien utilisée est comme un parfum qui ne s'oublie pas. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il reste imprégné dans l'air, dans les vêtements, dans la mémoire. Il y a des présences qui partent et ne laissent aucune trace, et il y a des absences qui pèsent plus que 1000 mots. Parce que le véritable impact n'est pas toujours dans ce que tu as fait quand tu étais là, mais dans ce que tu génères quand tu n'es plus là. Que ton absence ne soit pas silence, qu'elle soit écho, qu'elle ne soit pas vide, qu'elle soit bruit interne, qu'elle ne passe pas inaperçue, qu'elle fasse mal. Après un rejet, il est naturel de vouloir prouver, vouloir attirer l'attention, faire quelque chose qui fait que l'autre personne te regarde à nouveau, regrette, te manque. Mais cela, c'est agir à partir du manque, de la blessure. Et ce que nous cherchons ici n'est pas une vengeance émotionnelle, mais une transformation personnelle. Ton absence n'est pas une question de punir l'autre, il s'agit d'affirmer ta valeur sans avoir besoin d'être présent. Parce que quand quelqu'un te perd, il doit le sentir. Non pas parce que tu le dis, mais parce que tu le vis avec une telle force qu'il est impossible de ne pas le remarquer. L'absence devient puissante lorsqu'elle est accompagnée de progrès. Il ne s'agit pas de disparaître pour disparaître. Il s'agit de disparaître et de s'améliorer. Il s'agit de ne pas être là, mais d'être en train de construire. Il s'agit de ne pas revenir, mais de laisser une marque impossible à effacer. Et cette marque se grave dans les petits détails. Comment tu te réinventes, comment tu bouges, comment tu changes. Les gens se souviennent de ce qu'ils ne peuvent pas remplacer. Et si tu deviens quelqu'un qui évolue vraiment, tu deviendras irremplaçable. Le stoïcien ne cherche pas l'attention, il cherche la cohérence. Et la meilleure façon de faire en sorte que ton absence pèse est de te concentrer sur toi avec une détermination si brutale que même si tu ne dis rien, ta transformation parle pour toi. Tu n'as pas besoin d'envoyer des messages indirects, tu n'as pas besoin d'exhiber quoi que ce soit. Tu as juste besoin de devenir une version si ferme, si centrée, si solide, que même celui qui t'a rejeté commence à remettre en question sa décision. Mais pour que cela se produise, tu dois lâcher tout besoin d'approbation, toute attente de retour, tout désir de prouver. Tu ne le fais pas pour eux, tu le fais pour toi. Et quand tu y arrives, ton absence devient un miroir qui dérange, un miroir qui montre ce qui n'est plus disponible. Parce que celui qui a cru un jour que tu serais toujours là, que tu pouvais attendre, que tu allais insister, se retrouve soudainement face à un silence différent. Un silence qui ne demande plus, qui ne cherche plus, qui n'a plus besoin. Et cela fait mal, parce que ce qui était sûr avant est maintenant un mystère. Et ce qui était une présence constante avant est maintenant une absence puissante. Mais cela ne fonctionne que si c'est réel. Si ton absence vient de la croissance, pas de l'orgueil. Si elle vient de l'amour de soi, pas du ressentiment. Parce que celui qui part en faisant semblant ne laisse pas de marque. Celui qui part en construisant, oui. C'est pourquoi chaque jour où tu n'es pas là, assure-toi d'être plus proche de toi.
plus ferme, plus clair, plus concentré. Que chaque seconde de ton absence soit chargée d'intention. Ne cherche pas à laisser un vide. Cherche à laisser une leçon, que lorsqu'ils pensent à toi, ce ne soit pas seulement de la nostalgie, que ce soit du respect, que ce soit du doute, que ce soit du poids. Parce que lorsque ton absence devient une présence mentale, alors tu n'as plus besoin de revenir. Tu es déjà là, et tu es là avec plus de force que tu n'en as jamais eu. 8. Fais de ton existence un mystère que personne ne peut déchiffrer. Il y a des personnes qui sont comme des livres ouverts. N'importe qui peut les lire, les prédire, comprendre leurs pages dès la première ligne. Et il y en a d'autres qui sont comme des coffres fermés à 1000 clés, remplis d'histoires, de force, de couches que personne n'a jamais complètement explorées. C'est le type de personne que tu dois devenir après un rejet. Pas quelqu'un de facile à déchiffrer. Pas quelqu'un de transparent par nécessité, mais quelqu'un qui inspire le respect de loin, qui garde son processus comme un secret sacré, qui n'a pas besoin d'être compris pour avancer. Parce que lorsque tu deviens un mystère, personne ne peut t'utiliser, personne ne peut te manipuler, personne ne peut te briser de la même manière à nouveau. Après qu'une personne t'a rejeté, il y a une partie de toi qui veut s'expliquer, montrer sa valeur, justifier chaque bonne chose que tu as donnée. Mais ce qui est vraiment puissant, c'est de faire le contraire, fermer la porte sans préavis, disparaître des discours des autres, cesser de donner accès à ton monde intérieur. Parce que ton évolution n'est pas du contenu pour celui qui n'a pas su prendre soin de toi. Tu n'as pas à traduire ta transformation en mots. Tu dois la vivre en silence. Qu'ils te cherchent et ne te trouvent pas. Qu'ils se souviennent de toi et ne te reconnaissent plus. Qu'ils essaient de revenir et ne sachent même pas par où commencer. Devenir un mystère n'est pas jouer à cache-cache, c'est protéger ton énergie. C'est comprendre que tu as déjà donné trop, que tu as déjà tout montré, que tu as déjà ouvert tes portes, et que maintenant c'est à toi de prendre soin de ce que tu construis. Parce que ce qui n'est pas partagé devient sacré, et ce qui est sacré est respecté. C'est ta nouvelle version. Une personne qui ne s'expose pas à ceux qui ne le méritent pas, qui n'ouvre pas son âme à ceux qui n'ont su que la rejeter, qui n'a pas besoin d'expliquer chaque pas parce qu'elle est occupée à faire le suivant. Le stoïcisme enseigne que l'on doit se gouverner de l'intérieur, et cela implique de garder le silence, d'agir avec stratégie, de se déplacer avec intention. Chaque décision que tu prends en privé, chaque habitude que tu renforces sans en parler, chaque victoire que tu ne cries pas, ajoute à l'énigme que tu construis. Parce qu'il ne s'agit plus de montrer des progrès, il s'agit de les vivre, de les ressentir, de marcher avec une confiance qui n'a pas besoin d'être validée. Et c'est la force la plus indestructible que tu peux avoir. Quand tu deviens un mystère, tu deviens imprévisible. Personne ne sait à quoi tu penses, de quoi tu rêves, où tu vas. Et cette incertitude est dérangeante. Parce que celui qui croyait avoir déchiffré se retrouve maintenant face à un silence qui ne supplie plus, à un regard qui ne cherche plus, à une présence qui n'est plus disponible. Et alors, les questions commencent. Qu'est-ce qu'il fait? Avec qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment a-t-il réussi à changer autant? Et tu ne réponds pas, parce que tu n'as pas à le faire. Parce que tu as maintenant compris que ton existence t'appartient, que ton chemin n'a pas besoin de témoins, que ton essence n'est pas faite pour être comprise par n'importe qui. Devenir un mystère n'est pas une tactique superficielle, c'est une déclaration d'indépendance émotionnelle. C'est dire « je ne suis plus là pour donner des explications, je ne suis plus là pour justifier mes changements, je ne suis plus là pour combler les vides des autres. Je suis là pour moi, pour grandir, pour protéger ma paix, pour devenir quelqu'un qui ne se définit pas par qui est parti, mais par tout ce qu'il a choisi de construire ensuite. Alors laisse-les penser à toi, laisse-les te manquer. Laisse-les se demander à quel moment tu es devenu quelqu'un de si différent, mais ne leur donne pas les réponses, ne leur montre pas la carte, parce que lorsque tu comprendras enfin que ta vie est trop précieuse pour être expliquée à n'importe qui, ce jour-là tu auras franchi le seuil, et à partir de cet endroit, personne ne pourra plus te toucher comme avant. La plupart des gens n'ont pas le contrôle de leur vie, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils l'ont abandonné il y a longtemps.
Ils l'ont donné sans s'en rendre compte chaque fois qu'ils ont choisi de réagir plutôt que de répondre, chaque fois qu'ils ont laissé une émotion parler pour eux, que la peur prenait des décisions, que l'argent dictait leurs valeurs ou que le confort définissait leur destin. Nous sommes entourés de bruit, de distractions, d'attentes d'autrui, et pendant ce temps, notre esprit, le seul endroit où nous pouvons réellement exercer du pouvoir, est en pilote automatique. Qui a le contrôle de ta vie? Toi ou tout ce qui t'entoure? Prendre le contrôle absolu de ta vie n'est pas une phrase de motivation bon marché, c'est une guerre, et tu la perds si tu ne maîtrises pas ce qui se passe en toi. Le stoïcisme n'est pas une philosophie à lire et à citer, c'est un outil brutal, direct et sans fioriture pour prendre la barre de ton existence et arrêter de vivre comme une victime du monde. Tu ne trouveras pas de réponse magique, ni de solution facile. Ce que tu vas trouver ici, ce sont 8 vérités inconfortables qui, si tu décides de les appliquer, vont te changer complètement. Mais attention, ce n'est pas pour ceux qui cherchent à se sentir bien, c'est pour ceux qui sont prêts à devenir forts. Es-tu prêt à arrêter de céder ton pouvoir et à commencer à construire de l'intérieur? Alors commençons. 1. Attache ta langue avant qu'elle ne te trahisse. Ta bouche est comme une épée mal aiguisée. Elle peut ne pas couper ce que tu veux, mais elle peut blesser ce que tu aimes. En une seconde, sans réfléchir, tu peux détruire des relations, fermer des portes, ruiner ton image ou pire encore, te trahir toi-même. Parce que c'est ce qu'une langue lâche fait. Elle t'expose avant que ton esprit ne soit prêt. Elle parle par impulsion, par colère, par insécurité ou par le besoin absurde d'avoir le dernier mot. Et le pire, c'est qu'après, quand le mal est fait, pas même 1000 excuses peuvent ramasser les mots qui ont déjà volé comme des flèches sans direction. Le stoïcisme enseigne quelque chose de très clair. Ce que tu ne contrôles pas, te contrôle. Et si tu ne peux pas contrôler ta langue, tu n'as de contrôle sur rien. Parce que la langue révèle ce qui habite vraiment en toi. Ce que tu penses des autres, ce que tu penses de toi, ce que tu caches, ce que tu crains. Parler sans penser, c'est agir sans conscience. Et quelqu'un qui vit sans conscience est condamné à répéter les erreurs encore et encore. Il ne s'agit pas de te taire pour toujours, il s'agit d'avoir du discernement, de savoir quand parler, quoi dire, et surtout quand le silence est plus puissant que 1000 mots. À quoi bon avoir raison si la façon dont tu l'exprimes détruit la conversation? À quoi bon défendre tes idées si tu ne sais pas communiquer sans écraser l'autre? La langue impatiente est amie de la culpabilité et ennemie de la sagesse. Et dans un monde où tout le monde veut crier, avoir la capacité de garder le silence est un acte de pouvoir. Maîtriser ta langue n'est pas de la répression, c'est de la stratégie. C'est choisir tes batailles. C'est comprendre que parfois, perdre une discussion est gagner du respect, que tout ne mérite pas une réponse, que parler moins n'est pas un signe de faiblesse mais de contrôle. Tu n'es pas dans cette vie pour prouver que tu en sais plus. Tu es ici pour te construire de l'intérieur. Et cela commence par fermer la bouche quand tu sais que l'ouvrir ne fera qu'alimenter ton ego ou ton ressentiment. Combien de fois as-tu regretté ce que tu as dit sur un coup de tête? Combien de fois as-tu parlé sous l'effet de l'émotion et ensuite tu as dû ramasser les morceaux de ce que tu as gâché? La langue rapide ne pense pas aux conséquences, elle cherche juste à se décharger. Mais tu n'es pas ici pour te décharger, tu es ici pour te maîtriser, pour devenir quelqu'un de si fort que même tes mots ne sortent pas sans ta permission. Quand tu apprends à attacher ta langue, tu apprends aussi à te gouverner. Tu coupes l'impulsion à la racine, tu mets la raison au-dessus de l'émotion, et cela, dans ce monde, est une forme silencieuse de grandeur. Celui qui se contrôle commande, celui qui se décontrôle se trahit. Alors la prochaine fois que tu ressens ce besoin urgent de parler sans réfléchir, rappelle-toi ceci. Un mot peut élever ou détruire, peut guérir ou ouvrir des blessures, peut rapprocher ou peut faire que quelqu'un ne revienne jamais. Ne donne pas à ta langue le pouvoir de ruiner ce que tu as mis du temps à construire. Il y a une phrase stoïcienne que tu devrais te tatouer dans la conscience.
Parle seulement quand tes mots seront meilleurs que le silence. Et si ce n'est pas le cas, tais-toi, parce que le silence est maîtrise, le silence est force, le silence est ta première ligne de défense contre ton pire ennemi, toi-même. 2. Surveille ton esprit comme un sentinelle dans la nuit. Ton esprit est comme une forteresse au milieu d'un monde hostile. Et toi, que tu le veuilles ou non, tu es le sentinelle qui la protège. Le problème est que beaucoup dorment à leur poste. Et pendant qu'ils dorment, les pensées entrent comme des voleurs silencieux qui volent la paix, la confiance, la concentration et l'estime de soi. Ils ne font pas de bruit, ils ne frappent pas à la porte. Ils se faufilent sous forme de doute, de peur, de comparaison, de désirs vides et de fausses urgences. Quand tu t'en rends compte, ils ont déjà pris le contrôle. Tu ne penses plus, tu réagis. Tu ne décides plus, tu survis. Tu ne vis plus. Tu te traînes de l'intérieur sans comprendre pourquoi tout semble si lourd. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux surveiller ce que tu laisses entrer. Parce que l'esprit, par sa nature, est ouvert au monde. Mais cela ne signifie pas que tu dois accepter toute pensée comme vérité. Être conscient n'est pas seulement être éveillé, c'est être alerte. C'est savoir identifier les idées qui te renforcent et expulser sans pitié celles qui te affaiblissent. C'est comprendre que ton esprit est ton territoire le plus sacré et tu ne peux pas permettre à n'importe qui de le salir. Chaque jour, tu es exposé à une tempête de déchets mentaux, des réseaux sociaux qui déforment la réalité, des nouvelles conçues pour générer de la peur, des opinions étrangères qui s'enfoncent comme des aiguilles, des souvenirs qui te sabotent, des pensées automatiques que tu répètes sans t'en rendre compte. Si tu n'as pas une surveillance active de ton esprit, cette tempête devient ton climat intérieur. Et quand le chaos règne en toi, le monde extérieur semble être une menace constante. Surveiller ton esprit, c'est questionner chaque pensée comme si tu étais un garde qui vérifie qui entre et qui ne le fait pas. Est-ce que ce que je pense me construit ou me détruit? Est-ce que cette pensée me donne du pouvoir ou me rend faible? Est-ce que ce que je crois maintenant me fait avancer ou me paralyse? Tout ce que tu penses n'est pas vrai. En fait, souvent ton esprit ment, et il le fait en utilisant ta voix, ton histoire, tes blessures et tes insécurités. C'est pourquoi tu as besoin d'être là, éveillé, avec une lampe de conscience qui éclaire chaque coin où la peur se déguise en prudence et la paresse se fait passer pour du repos. Tu ne peux pas avoir une vie forte si ton esprit est faible. Et tu ne peux pas avoir un esprit fort si tu ne le surveilles pas tout le temps. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la responsabilité. Tout comme tu fais attention à ce que tu manges pour ne pas tomber malade, tu dois faire attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit pour ne pas empoisonner ton âme. Une pensée négative peut sembler inoffensive, mais si tu la nourris, elle devient un monstre qui te vole de l'énergie, de la clarté et du but. La différence entre une personne ordinaire et une personne stoïcienne ne réside pas dans les circonstances, mais dans la façon dont elles y répondent. Le stoïcien s'entraîne à penser clairement même au milieu du chaos. Il s'entraîne à ne pas se laisser posséder par des idées inutiles. Il s'entraîne à filtrer, à questionner, à choisir. Et cette capacité à choisir ses pensées est la base de son pouvoir, parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. Alors, chaque fois que tu te retrouves pris dans des pensées qui te tirent vers le bas, rappelle-toi ton devoir. Tu es le sentinelle. Si tu t'endors, tu perds. Et si tu perds le contrôle de ton esprit, tout le reste s'effondre. Lève-toi, affine tes sens et ne laisse rien passer qui ne t'élève pas. Parce que dans cette guerre silencieuse qui se déroule en toi, seuls survivent ceux qui ne baissent pas la garde. 3. Que tes émotions ne touchent pas le volant. Imagine monter dans une voiture avec un conducteur ivre, la vue brouillée et les mains tremblantes. Maintenant, imagine que ce conducteur n'est autre que ton état émotionnel le plus instable. Colère, tristesse, peur, euphorie. Tous se battent pour prendre le volant pendant que toi, assis sur le siège du passager, tu réagis à peine. Comment penses-tu que ce voyage va se terminer? Exactement. Dans le meilleur des cas, avec une voiture accidentée.
Dans le pire des cas, avec ta vie en miettes. C'est aussi dangereux de vivre en laissant les émotions diriger tes décisions, tes paroles et tes actes. Le problème n'est pas de ressentir. Le problème est d'obéir à chaque émotion comme si c'était un ordre divin. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir une pierre. Il ne s'agit pas d'éteindre tes émotions, mais d'apprendre à les maîtriser, de les reconnaître sans les laisser te gouverner. L'émotion n'est pas l'ennemi, c'est juste un messager. Mais tu n'es pas obligé de suivre chacun de ses caprices. Être en colère ne te donne pas le droit d'exploser. Être triste ne justifie pas que tu abandonnes tout. Être motivé ne signifie pas que tu prends des décisions impulsives. Le contrôle émotionnel n'est pas de te réprimer, c'est de te piloter. C'est prendre le contrôle même quand il y a une tempête en toi. Une personne qui ne maîtrise pas ses émotions est esclave de sa journée, de son environnement, de n'importe quel commentaire, regard ou situation inattendue. Elle va dans la vie en réagissant comme une mèche courte qui explose au moindre contact. Il n'y a pas de pouvoir dans cela, seulement de la vulnérabilité déguisée en intensité. Le vrai pouvoir est dans celui qui peut être en feu à l'intérieur et pourtant choisir d'agir avec calme. Dans celui qui peut être sur le point de se briser, mais qui respire, se ressaisit et répond avec sagesse. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la force entraînée. Chaque émotion a une histoire, une racine, une cause. L'ignorer est dangereux, mais la laisser te posséder, encore plus. C'est pourquoi tu as besoin de faire une pause, t'observer, te demander avant d'agir. Est-ce que ce que je ressens mérite d'avoir autant de contrôle sur moi ? Est-ce que cette réaction me conduit à construire ou à détruire? Si chaque fois que tu te mets en colère, tu cries, si chaque fois que tu te sens frustré, tu abandonnes, si chaque fois que tu es ému, tu prends des décisions sans réfléchir, alors tu ne vis pas, tu es entraîné, tu n'es pas libre, tu es réactif. Les stoïciens entraînaient leur esprit à avoir le contrôle même au milieu de la douleur, de la trahison, de la perte. Parce qu'ils savaient que ce qui définit vraiment ta vie n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu choisis de répondre. Et pour bien répondre, tu dois être capable de résister à l'impulsion immédiate de l'émotion. L'émotion est rapide, la sagesse est lente. L'émotion cherche le soulagement, la sagesse cherche la direction. L'émotion veut gagner la discussion, la sagesse veut gagner la bataille intérieure. Alors, ne laisse pas tes émotions prendre le volant. Tu n'es pas né pour être emporté par les impulsions, tu es né pour te maîtriser. La prochaine fois que quelque chose te fait perdre le contrôle, n'agis pas immédiatement. Respire, attends, réfléchis. Parce que parfois, l'acte le plus courageux n'est pas de crier, mais de se taire. Ce n'est pas de frapper, mais de s'éloigner. Ce n'est pas de céder à l'émotion, mais de la mettre à sa place. Rappelle-toi ceci, tu es le conducteur. Tes émotions peuvent aller à l'arrière, elles peuvent parler, elles peuvent même crier, mais ne leur donne jamais le volant. Parce qu'une vie dirigée par les émotions n'est pas une vie libre. C'est une vie au bord de l'abîme, attendant le prochain dérapage. 4. N'achète pas de soulagement, construis du caractère. Imagine que tu es au milieu d'une tempête, sans abri en vue. Le vent te frappe, la pluie te transperce les os, et tout en toi crie pour trouver un toit, quelque chose qui te protège ne serait-ce qu'un instant. Mais au lieu de chercher une structure solide ou de la construire, tu décides de te couvrir avec un drap mouillé. Tu te trompes en te disant que cela suffit, que c'est mieux que rien. C'est l'équivalent émotionnel et mental de ce que la plupart des gens font chaque fois qu'ils cherchent un soulagement immédiat, plutôt que de construire du caractère. Se couvrir avec une excuse, avec une distraction, avec une gratification rapide qui ne guérit rien, seulement endort. Le stoïcisme est brutalement clair à ce sujet. Si tu choisis la facilité aujourd'hui, tu vas payer cher demain. Et la facilité est toujours à portée de main. Fuir plutôt que faire face. Se plaindre plutôt qu'agir. Acheter quelque chose pour combler un vide. Manger pour éviter la douleur. Regarder un écran plutôt que de regarder en soi. Tout cela est un soulagement acheté. Et chaque fois que tu le fais,
tu creuses un peu plus le trou où ton caractère s'enfonce. Parce qu'on ne construit pas de force en fuyant le poids, on la construit en le portant. Le confort constant affaiblit. Ce n'est pas un discours motivant, c'est une loi naturelle. Ce qui n'est pas entraîné s'atrophie. Si tu choisis toujours ce qui calme, ce qui divertit, ce qui soulage, tu t'entraînes toi-même à être fragile. Et une personne fragile ne peut pas faire face à la vie. Le caractère ne naît pas quand tout va bien. Le caractère se forge quand ça fait mal, quand tu ne comprends pas, quand tu te sens seul, mais que tu avances quand même. Et cela ne s'achète pas. Cela se construit avec des décisions inconfortables qui n'ont pas de récompense immédiate. Chaque fois que tu choisis de repousser ce qui est difficile, ce que tu fais, c'est vendre ton futur pour un peu de paix momentanée. Mais cette paix est un mensonge. Parce qu'une fois l'effet passé, le problème est toujours là, plus grand, plus dense, plus profond, et toi, plus faible pour y faire face. Le stoïcien n'est pas un martyr qui souffre par plaisir. C'est quelqu'un qui comprend que le chemin difficile est le seul qui laisse des cicatrices qui valent la peine. Les cicatrices de l'effort, de la constance, de ne pas abandonner, de dire non quand tout en toi crie oui. C'est ça, le caractère. Et le caractère ne se voit pas, mais se ressent. Dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir quand personne ne te regarde, dans ta réaction quand tout s'effondre. Regarde autour de toi. Le monde est plein de personnes qui ont fait du soulagement leur drogue. Tout doit être rapide, facile, confortable. Il n'y a pas de place pour l'attente, pour le vide, pour le silence. Mais c'est là que se forgent les vrais. Dans le silence, dans l'attente, dans l'inconfort. Si tu peux rester là, sans courir te couvrir d'excuses, alors tu grandis. Parce que tu cesses d'être quelqu'un qui réagit comme un enfant blessé et tu commences à agir comme un être humain qui se sculpte lui-même comme une pierre qui veut devenir une statue. Alors, la prochaine fois que l'inconfort te pousse à chercher du soulagement, tiens bon, ne cours pas chercher une échappatoire, reste, sens le poids, regarde la douleur en face et demande-toi que se passerait-il si, au lieu de fuir, j'utilisais cela pour devenir plus fort. Parce que le soulagement disparaît, le caractère reste, le soulagement s'évapore, le caractère t'accompagne. Et si tu veux prendre le contrôle absolu de ta vie, tu ferais mieux de commencer à le construire dès maintenant. Parce que sans caractère, tu ne possèdes rien. 5. Fais l'inventaire de ta vie. Ce qui ajoute reste, ce qui soustrait s'en va. Ta vie est comme un bateau traversant la mer ouverte. Et comme tout bateau, il ne peut avancer que s'il n'est pas surchargé. Mais beaucoup traversent la vie comme s'ils étaient un navire rouillé au bord du naufrage, avec des tonnes de choses dont ils n'ont pas besoin, des personnes qui n'apportent rien, des habitudes qui drainent, des pensées qui sabotent et des excuses qui pèsent plus que n'importe quelle tempête. Le stoïcien sait quelque chose que les autres oublient. Il ne s'agit pas de combien tu emportes avec toi, mais de savoir si cela t'aide à arriver où tu veux. Et si cela n'ajoute pas, cela gêne. Et si cela gêne, cela s'en va. Faire l'inventaire de ta vie, c'est avoir le courage de regarder froidement tout ce qui t'entoure et te demander « Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne ? Est-ce que cela me donne de la force ou me retire de l'énergie ? Ce que je fais, ce que je consomme, ce que j'écoute, ce que je permets, est-ce que cela construit ou est-ce que cela ronge ce que je veux être ? Tu ne peux pas prendre le contrôle de ta vie si tu portes ce qui ne sert pas. Tu ne peux pas avancer légèrement si tu ne lâches pas ce qui n'a plus de place. Et oui, ça fait mal. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'objets ou de routines. Parfois, il s'agit de personnes. Parfois, il s'agit d'une identité que tu t'es inventée. Parfois, il s'agit d'une histoire que tu ne veux pas lâcher parce qu'elle te justifie. Mais si tu ne la lâches pas, elle te piège. Si tu ne nettoies pas, tu stagnes. Le monde te vend l'idée que plus c'est mieux. Plus de choses, plus de gens, plus de plans, plus de distractions. Mais c'est un mensonge. Tu n'as pas besoin de plus, tu as besoin de moins. Mais le bon, l'essentiel,
Ce qui te soutient, pas ce qui te décore. Vivre en portant tout par peur de lâcher, c'est comme nager avec des chaînes au cas où tu en aurais besoin un jour. Et personne ne va loin comme ça. Personne ne devient fort en gardant ce qui l'affaiblit juste par habitude. Fais une révision brutale de ton environnement. Ta routine, tes liens, tes habitudes, tes pensées. Pas avec sentimentalisme, mais avec clarté. Si cela ne t'aide pas à grandir, si cela ne te défie pas à être meilleur, si cela n'apporte pas de valeur réelle, cela doit partir. Non pas parce que tu es égoïste, mais parce que tu es engagé dans ton chemin. Et cela nécessite de l'espace, espace mental, émotionnel, physique. Parce que pour que quelque chose de nouveau entre, quelque chose de vieux doit sortir. Le stoïcisme ne parle pas de minimalisme superficiel, il parle de concentration, de clarté, de but. Si tu es entouré de bruit, tu n'entendras jamais ce qui compte vraiment. Si tu es rempli d'engagements inutiles, tu n'auras jamais d'énergie pour l'essentiel. Si tu gardes à tes côtés des personnes qui te drainent, tu n'auras pas de force pour ceux qui valent vraiment la peine. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la sélection. Et si tu ne choisis pas, la vie choisira pour toi. Et quand cela arrivera, tu perdras probablement ce dont tu avais le plus besoin parce que l'importance est noyée dans l'inutile. Avoir le courage de faire l'inventaire, c'est accepter que tout ce qui fait partie de ta vie aujourd'hui ne mérite pas d'être dans ta vie demain. Et que grandir implique de nettoyer, ranger, laisser aller. Sans drame, sans haine, sans regarder en arrière avec culpabilité, juste avec détermination, avec la certitude que ce qui ajoute reste et ce qui soustrait s'en va. Parce que prendre le contrôle absolu de ta vie, ce n'est pas seulement construire, c'est aussi éliminer. Tout n'est pas une question d'ajout. Parfois, le véritable pouvoir est dans le lâcher-prise. 6. Donne des ordres à ton argent avant qu'il ne te gouverne. L'argent est comme un chien sauvage. Si tu ne le dresses pas, si tu ne le contrôles pas, il finit par te mordre la main. Il court où il veut, s'échappe quand tu en as le plus besoin et ruine tout sur son passage si tu n'es pas celui qui tient la laisse. Et c'est ce qui arrive à la plupart des gens. Ils n'ont pas un chien, ils ont une bête. Ils n'ont pas d'argent, ils ont un maître. Parce que même s'ils travaillent pour lui tous les jours, même s'ils le poursuivent, même s'ils le désirent, au fond, ils ne le dominent pas. Ils sont dominés. Victimes de chaque impulsion, de chaque désir déguisé en besoin, de chaque offre, de chaque excuse, pour dépenser ce qu'ils n'ont pas encore gagné. Le stoïcisme n'a jamais condamné l'argent. Ce qui l'a condamné, c'est la dépendance, l'obsession, l'esclavage mental qui naît lorsque tu crois que ta valeur dépend de ce que tu possèdes. Le problème n'est pas d'avoir, c'est de ne pas savoir utiliser, parce que si tu ne donnes pas d'ordres à ton argent, si tu ne lui assignes pas un but, si tu ne le transformes pas en outil, il te transformera en son serviteur. Et peu importe combien tu gagnes. Tu peux avoir un salaire élevé et rester un esclave émotionnel de la consommation. Tu peux gagner plus que beaucoup d'autres et vivre endetté, anxieux, vide. Parce que le désordre n'est pas dans le portefeuille, il est dans la tête. Donner des ordres à ton argent, c'est le regarder en face et lui dire quoi faire avant qu'il ne décide pour toi. C'est dire « ceci est pour investir, ceci est pour vivre, ceci est pour grandir et ceci est pour épargner ». C'est comprendre que chaque euro ou chaque dollar qui passe entre tes mains a une direction. Et si tu ne la lui donnes pas, le monde te l'imposera. Parce que le système est conçu pour que tu dépenses, pour que tu achètes ce dont tu n'as pas besoin, pour que tu confondes plaisir et progrès, pour que tu mesures ton succès parce que tu montres, pas parce que tu construis. Et si tu n'es pas vigilant, si tu ne prends pas le contrôle, tu finis par être une marionnette de plus dans ce jeu. Une personne qui ne contrôle pas son argent ne contrôle pas sa vie. Parce que l'argent touche à tout. Ta tranquillité d'esprit, ta santé, tes décisions, tes relations. Si tu es submergé par les factures, si tu dépends du prochain paiement pour respirer, si tu dépenses pour combler des vides émotionnels, alors tu ne vis pas, tu survis. Et le pire, tu commences à négocier ta liberté.
à rester dans des emplois que tu détestes, à supporter des environnements toxiques, à dire oui à ce que tu ne veux pas simplement parce que tu as besoin du chèque. Ce n'est pas une vie, c'est un enfermement volontaire. Le stoïcien choisit avec clarté. Il n'a pas besoin de faire semblant. Il n'achète pas pour remplir son ego. Il ne dépense pas impulsivement. Il investit, il économise, il construit. Parce qu'il comprend que l'argent est un moyen, pas une fin. Qu'il sert à faciliter, pas à définir. Qu'il peut être un allié puissant si tu l'utilises avec conscience. Mais il peut aussi devenir une chaîne si tu le laisses libre. Alors commence à le voir pour ce qu'il est. Une ressource, pas un dieu. Tu n'es pas ici pour travailler comme un esclave et ensuite jeter ce que tu as gagné par la fenêtre dans des plaisirs éphémères. Tu es ici pour construire, pour sécuriser, pour grandir. Et cela ne peut être réalisé que lorsque tu prends le contrôle. Fais un budget, planifie tes dépenses, mets des limites, apprends. Non pas par peur, mais par respect pour toi-même et ton chemin. Parce que si tu ne prends pas en charge ton argent prendra le contrôle de toi. Et il te mènera là où tu t'y attends le moins. 7. Construis en silence. Laisse le bruit être fait par tes résultats. Un arbre ne fait pas de bruit en grandissant. Les racines s'enfoncent profondément, le tronc se renforce peu à peu, et tout cela se passe sans scandale, sans annonce, sans applaudissements. Mais un jour, cet arbre donne de l'ombre, des fruits, de la solidité. Et alors tout le monde le remarque. C'est ainsi que devrait être ta croissance, silencieuse, constante, inébranlable. Mais nous vivons dans un monde où tout le monde crie ce qu'ils font, ce qu'ils prévoient, ce dont ils rêvent, comme si cela suffisait. Ils publient chaque pas, chaque objectif, chaque idée, comme si montrer était la même chose que progresser. Mais ce n'est pas le cas. Le bruit ne construit pas, les mots ne posent pas de fondation. La véritable transformation se produit dans l'obscurité, où personne n'applaudit, où personne ne voit. Le stoïcisme rejette l'exhibitionnisme de l'ego, car celui qui est vraiment concentré sur son chemin n'a pas le temps de prouver quoi que ce soit. Il est occupé à faire, en silence, en discipline, en solitude, si nécessaire. Parce que l'ego veut de l'attention, mais le caractère veut des résultats. Et tu dois décider qui tu vas nourrir. Si tu passes ton temps à parler de ce que tu vas faire, il est probable que tu ne le feras jamais. Parce que tu anticipes la récompense sans avoir combattu la bataille. Et cela t'affaiblit. Cela te donne une fausse impression de progrès. Plus tu parles, moins tu fais. Plus tu annonces, plus tu te mets de pression inutile. Et quand tout est basé sur la démonstration, tu perds de vue ce qui compte vraiment. Devenir quelqu'un d'irrésistible, sans avoir besoin de validation. Construire en silence, c'est résister à la tentation de chercher la reconnaissance avant l'heure. C'est travailler pendant que les autres se distraient. C'est se lever tôt, étudier, s'entraîner, créer, avancer, sans attendre de likes, sans en parler à tout le monde, sans dépendre des applaudissements. Parce que si tu as besoin d'être vu pour avoir de la discipline, alors tu n'as pas de discipline. Tu as juste faim d'attention. Et cela ne te mènera pas loin. Parce que l'attention est fragile, volatile, temporaire. Aujourd'hui, il te regarde, demain, il t'oublie. Mais ce que tu construis en silence parlera pour toi, pour toujours. Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui ne se laisse pas distraire par le bruit. Quelqu'un qui disparaît pendant un moment, et quand il revient, il est une autre personne, plus fort, plus sage, plus solide. Ce genre de personnes ne crient pas, ils font un impact. Et l'impact n'a pas besoin d'explication. Quand tes résultats parlent, tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Parce que ce que tu as accompli se voit dans ta présence, dans ta façon d'agir, dans ta façon de marcher, dans ta façon de penser. Et cela ne peut pas être feint. Tu veux du respect, gagne-le dans le silence de l'effort. Tu veux la liberté, travaille constamment sans avoir besoin de montrer chaque pas. Tu veux du pouvoir, alors entraîne-toi dans l'ombre. Que lorsque viendra le moment de sortir à la lumière, ce que tu as construit soit si solide que personne ne puisse l'ignorer, pas même tes ennemis. La prochaine fois que tu ressens le besoin de dire au monde ce que tu prévois, respire. Garde-le pour toi. Qu'il ne sache rien, qu'il ne voie rien,
qu'ils n'entendent que le fracas de tes résultats quand tout sera fait. Parce que ceux qui changent vraiment leur vie ne l'annoncent pas. Ils le font. Et quand ils le font, il est déjà trop tard pour que le reste puisse les rattraper. 8. Mets-toi volontairement dans l'inconfort. Le muscle de l'âme grandit dans la friction. Le diamant ne naît pas dans le coton. Il naît sous une pression brutale. Il ne se forme pas dans des environnements doux ni dans des conditions agréables. Il se forme dans l'enfer de la terre, où tout brûle, où tout serre, où tout semble insupportable. C'est ainsi que se forme le caractère. C'est ainsi que l'âme grandit. Pas dans le confort, pas dans la routine prévisible, pas dans la zone sûre qui te protège, mais qui te freine aussi. Il grandit dans la friction, dans le frottement constant avec la difficulté. Sur ce terrain rugueux où tu ne peux pas te cacher de toi-même, où chaque pas exige un effort, où chaque décision fait mal mais te transforme. Le confort est un piège déguisé en récompense. Il te fait croire que tu vas bien, que tu as déjà accompli quelque chose, qu'il n'est pas nécessaire de pousser plus loin. Mais ce qu'il fait vraiment, c'est te rouiller de l'intérieur. Il t'endort, il te retire ton tranchant, il te rend mou. Le stoïcisme le sait et c'est pourquoi il ne cherche pas une vie confortable, mais une vie forte. Parce que l'âme ne se renforce pas avec les plaisirs, elle se renforce avec la résistance. Et si tu n'apprends pas à te mettre volontairement dans l'inconfort, la vie se chargera de te mettre mal à l'aise de force. Et quand ce moment arrivera, si tu ne t'es pas entraîné avant, tu vas te briser. Te mettre mal à l'aise ne signifie pas souffrir sans raison. Cela signifie t'exposer à ce qui te coûte, à ce que tu crains, à ce que tu évites normalement. Te lever plus tôt, supporter la critique, dire non quand il est plus facile de dire oui, laisser le téléphone de côté, t'entraîner quand tu es fatigué, lire quand ton esprit veut se distraire, parler à celui qui te confronte, te taire quand tu meurs d'envie de crier. C'est de la friction. C'est du muscle mental, et si tu le fais assez, cela devient une partie de toi. Tu ne dépends plus de la motivation. Tu n'as pas besoin d'être à ton meilleur, parce que tu es déjà entraîné pour agir, même quand tout en toi veut t'abandonner. Le monde d'aujourd'hui te pousse à faire le contraire, à chercher ce qui est le plus facile, le plus rapide, ce qui ne fait pas mal. Et si tu ne t'en rends pas compte, tu t'y habitues. Tu t'habitues à abandonner, à remettre à plus tard, à contourner les problèmes au lieu de les traverser. Mais la facilité a un coût, ton pouvoir. Parce que chaque fois que tu choisis la voie du confort, tu dis non à la version la plus forte de toi-même. Tu rejettes ta propre grandeur par peur de l'effort. Le stoïcien se met volontairement dans l'inconfort, parce qu'il sait que la petite douleur d'aujourd'hui est le bouclier contre la grande douleur de demain. Que ce que tu entraînes dans le calme, tu l'utilises dans la tempête. Que si tu peux supporter l'inconfort quotidien que tu choisis, alors tu pourras résister à n'importe quelle difficulté que tu n'as pas choisie. Et cela te rend invincible de l'intérieur. Alors, ne fuis pas l'effort. Ne cherche pas de raccourci. Ne te cache pas de la difficulté. Mets-toi toi-même à l'épreuve. Pèse sur toi-même. Pousse-toi toi-même. Ne laisse pas la vie te battre parce que tu ne t'es pas entraîné. Parce qu'à la fin, celui qui avance le plus n'est pas le plus confortable. C'est celui qui ose le plus vivre dans l'inconfort sans abandonner. C'est celui qui change. C'est celui qui commande. C'est celui qui prend le contrôle absolu de sa vie, de l'intérieur.